va parler de l'entreprise inclusive. L'entreprise inclusive, c'est un vaste sujet. On va parler évidemment de l'inclusivité vis-à-vis des handicaps qui peuvent être physiques ou mentaux, mais aussi social ou géographique. Et on va avoir une vision un peu générale de ce sujet de l'entreprise inclusive. C'est un sujet dont beaucoup d'entreprises parlent. Il y a aussi un déficit parfois de mise en place de vraies politiques inclusives dans certaines entreprises. On va pouvoir en parler avec deux invités. D'abord Sébastien Pétavy. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes député de Dordogne depuis 2022. Votre fauteuil explique pourquoi on a changé de positionnement dans ce décor. Merci d'être avec nous. Vous êtes co-président du groupe d'études handicap et inclusion à l'Assemblée nationale. Vous connaissez parfaitement évidemment le sujet. Et vous êtes psychologue clinicien également, hein, c'est ça? Tout à fait. Vous allez nous parler de l'inclusivité plutôt sur les handicaps classifiés comme tels, que sont les handicaps physiques ou mentaux, par exemple, dans les entreprises. Et puis Jean-Louis Morisy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du MEDEF Sud depuis juin 2022, je crois bien, pour 3 ans. Donc vous avez encore une année de mandat. Et vous êtes également quelqu'un qui travaille dans le secteur de la santé. Vous êtes un entrepreneur également, président de Serena Gestion Santé. Et vous connaissez très très bien ces sujets. Et d'ailleurs, vous avez mis en place, dès votre arrivée, vous, au MEDEF Sud, une vraie politique en faveur notamment des handicaps. C'est un peu, le mot n'est pas nécessairement celui-là, mais enfin, des moindres chances sociales et géographiques. Parce qu'il y a un vrai sujet dans votre région aussi. Alors tout à fait, la région Provence-Côte d'Azur, une grande région, mais une grande région qui a la particularité d'avoir de grands centres urbains, Marseille, Toulon, Nice, et avec ce que l'on appelle des quartiers. Et souvent, on s'aperçoit que beaucoup de jeunes, parce qu'ils n'ont pas la bonne origine ou parce qu'ils n'ont pas la bonne adresse, sont coupés de l'emploi et de relations avec l'entreprise. La période Covid a tout changé finalement. Je disais, il y a 4 ans, quand on venait à la REF, on discutait avec les chefs d'entreprise, on vous parlait, on a trop de charges, il faut vraiment travailler sur l'amélioration de nos conditions et de la fiscalité. Depuis 2 ans, depuis le Covid, quand on discute avec les chefs d'entreprise, tous vous disent, aujourd'hui j'ai une vraie problématique, c'est l'emploi. Et quand j'ai été élu, donc le MEDEF régional, finalement, je n'ai que 40 adhérents, les 6 territoires et les 34 branches. Quand j'ai travaillé avec la commission des branches, toutes les branches, que ce soit le numérique, les branches du tourisme, me disaient, aujourd'hui Jean-Louis, on a un problème, c'est l'emploi. Aide-nous à trouver des filières, à relancer des filières, on manque de candidats. Et là, on s'est retourné vers le réseau, et notamment dans le département du Var, l'Union patronale du Var, et les opérateurs de l'école de la deuxième chance. Je me suis rendu dans cette école de la deuxième chance, on a travaillé avec eux, et puis là, j'ai été surpris quand je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes avaient de très bons niveaux scolaires. La période Covid, Formasup n'a pas aidé et on a décidé, avec les 34 branches, de se lancer sur le sujet de l'inclusion. Comment les entreprises vont accueillir finalement les gens qui, eux, n'ont pas aujourd'hui leur place. Donc finalement, c'est une question de pragmatisme économique pour les entreprises face à un déficit pour embaucher. Il y a cette réponse-là que vous apportez. Il faut être honnête et dire, effectivement, c'est parce que les entreprises sont confrontées aujourd'hui à une difficulté qu'elles ont accepté de changer leur process et de regarder un petit peu au-delà des candidats qu'elles avaient l'habitude de recruter aujourd'hui. Alors, ce qui s'est fait au niveau du MEDEF Sud, est-ce que ça se fait vraiment avec les personnes handicapées, fauteuils ou autres handicaps? Est-ce qu'il n'y a pas des préjugés, malgré la loi qui oblige finalement à avoir 6% pour les entreprises de plus de 20 salariés, 6% de personnes handicapées, qui n'est pas respectée par tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il y a trop de préjugés, Sébastien Pétavy? Avant le préjugé, je crois qu'il y a l'idée que l'on peut avoir de la question du handicap, et puis c'est ce que vous venez d'évoquer, au-delà du handicap, on va dire moteur, il y a sur la question sociale et de d'où on vient et d'où on parle. À travers le handicap, on a toujours l'impression que finalement autour de la performance, il y a quelque chose qui va être différent, sauf peut-être certains handicaps. Et c'est vrai que dès qu'on arrive à sortir de cette question-là, on voit tout ce que ça peut apporter et comment une entreprise qui vient intégrer, on va dire, d'autres profils s'enrichit. Et c'est vrai que la question de la performance, elle n'est pas toujours telle qu'elle a pu être construite par ce que l'on appelle finalement les valides et les personnes qui sont en pleine possession de leurs moyens. Et on s'enrichit toujours et ça apporte d'autres choses et peut-être une capacité à s'adapter. Et c'est vrai que quand on est dans un monde qui évolue si vite et qui va, enfin la grande force
aujourd'hui de l'entreprise et de la société, ça va être cette capacité à s'adapter. Et effectivement, il y a des profils peut-être qui sont... Oui, parce qu'il y a des handicaps qui sont plus bankable que d'autres, d'une certaine façon, sur les structures d'embauche. Et vous le vivez, ça vous le voyez comment? Disons que quand on a un handicap moteur et que l'on est en fauteuil, il suffit d'aménager une rampe, une toilette accessible, et on peut se dire que la personne en fauteuil roulant va pouvoir occuper n'importe quel poste. Quand on voit aujourd'hui chez les malvoyants, il y a 50% de personnes qui sont sans emploi chez les malvoyants, et on voit que de suite, il y a une capacité qui est beaucoup plus difficile. Et si on attaque les autres handicaps, parce qu'en fait 80% des handicaps sont des handicaps invisibles, et donc là sur les questions de handicap mental, psychique, là on a un tout autre sujet, et on voit comment on vient mettre à l'écart beaucoup de personnes. Les 6% à l'Assemblée nationale, je pense qu'on en est extrêmement loin, hein, non? Ça a été ma grande surprise en fait d'être le premier député en fauteuil roulant de la Ve République. Et là effectivement c'est un sujet. Mais quand on voit une maison, enfin là il y a quelques mois, enfin il y a quelques semaines je n'ai pas pu voter parce qu'on garde une tradition d'un vote pour la présidence de l'Assemblée où il faut monter à la tribune pour pouvoir voter, on voit qu'il y a un message qui est quand même assez difficile. Comment on peut demander aux entreprises de s'adapter quand l'institution où on écrit la loi n'est pas en mesure de le faire? Je crois que le message n'est pas bon et effectivement il faut que les choses bougent. Alors qu'il y a des pays où voir quelqu'un en fauteuil ou avec un handicap, c'est beaucoup plus présent. Les Espagnols sont habitués à ça depuis très très longtemps, donc il y a un petit retard à l'allumage en France. Comment est-ce qu'on peut faire pour acculturer, pour d'une certaine façon faire comprendre aux entreprises que c'est pas une histoire de bonne volonté, il faut arrêter avec toutes ces histoires-là, c'est une histoire de pragmatisme, d'abord d'obligation légale, mais aussi de pragmatisme, parce qu'une entreprise avec des personnels qui viennent de l'inclusion sont en général ces entreprises-là plus performantes que d'autres. Il y a des études qui le montrent, ça. Alors tout à fait. On le voit, et là, Sébastien prenait un exemple sur les malvoyants. Moi, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, tous les centres de rééducation de France rencontrent des difficultés pour recruter des kinésithérapeutes. Il existe, à travers un ESRP, un centre de formation à Montpellier qui forme 40 élèves par session. Les 40 élèves, quand ils sortent, ont au moins 3 propositions de CDI. Donc à partir du moment où on investit sur les bonnes formations, sur les bonnes filières, on sait. Donc à partir de là, moi, c'est le constat que je connaissais et que l'on a voulu dupliquer. Par exemple, aujourd'hui, dans une ville comme Marseille, le CDI, c'est le sésame qui va vous permettre d'avoir un logement. Hein, souvent, les 2 freins aujourd'hui que l'on rencontre pour l'emploi, en dehors des origines, du lieu géographique, c'est avoir un permis de conduire ou alors être à proximité d'un lieu qui permet d'avoir accès aux transports en commun. Par exemple, et là, je profite d'avoir monsieur le député, par exemple, sur Nice, l'union patronale a essayé de faire comprendre à l'autorité administrative, bon, c'est très bien d'augmenter le taux de cotisation sur les transports, mais si les entreprises n'ont pas une réponse pour leurs salariés, elles ont du mal à l'accepter. Donc, logement et transport. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Sur l'école de la deuxième chance à Marseille, on a travaillé sur des candidatures de jeunes filles. Et on s'est aperçu qu'on avait un métier, ce sont les services à la personne et les services du soin, notamment sur le métier d'aide-soignant. Aujourd'hui, on s'est rapproché des fédérations. Alors, on a une particularité dans la région Provence-Côte d'Azur, c'est qu'au niveau de la formation, on a un groupement de formation qui réunit le public, l'associatif et le privé. On travaille tous ensemble dans un même but. Et on a commencé à ouvrir des filières pour des jeunes filles, pour préparer le diplôme d'aide-soignant. Et donc, on a des jeunes filles qui étaient coupées de l'emploi. Derrière, les entreprises ont pris l'engagement d'offrir un CDI. Le CDI, c'est le passeport pour le logement. Et ensuite, sortir finalement du quartier et pouvoir commencer à avoir une vie comme tout le monde. Et donc, ces candidats qu'on ne trouvait pas, puisque sur les métiers aujourd'hui qui sont dits pénibles, peu attractifs, par exemple les métiers du soin, on s'aperçoit que si on s'en donne les moyens, il y a des candidats qui sont prêts à l'accepter, mais il y a des contraintes. Les entreprises doivent comprendre derrière, d'abord, les contrats d'apprentissage, il faut le faire dans le cadre d'un contrat d'accompagnement, et souvent ce sont des gens qui ont pu être éloignés. Alors il y a un travail sur le savoir-être, il y a un travail de remise à niveau scolaire, mais si les entreprises acceptent, et elles l'acceptent très bien aujourd'hui, et on les accompagne sur ce dispositif, derrière, ce n'est que des succès.
Parce que là, on parle d'un certain type de handicap, entre guillemets, qui peuvent être sociaux, par exemple, mais il y a des gens qui sont en fauteuil, qui ont un MBA, qui ne peuvent pas rentrer dans une entreprise, tout simplement parce qu'il n'y a pas de rampe d'accès. C'est pas si ça peut être avis. On est vraiment dans le très concret, là, à un moment précis. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un problème d'accessibilité tout bête pour plein d'endroits. On le sait pour les transports, par exemple, mais dans les entreprises, c'est un peu la même chose. Donc, est-ce que c'est pas ça qu'il faut déjà commencer à résoudre en premier aussi? Quand on a travaillé à l'Assemblée sur le texte France Travail, enfin, c'était le sujet en fait. Avant de mettre des contraintes, il y a comment on vient lever les freins. Et là, vous l'avez évoqué, la question de la mobilité et la question du logement sont essentielles. Et là, pour le coup, quand on est en situation de handicap, la question du logement et la question de la mobilité, c'est encore pire que ce que vous avez pu évoquer. Et puis, effectivement, il y a tout ce que l'on peut mettre en place de rampes, d'aménagement du poste, mais après, il y a surtout la barrière de l'imaginaire, le champ du possible. Et c'est vrai que moi, quand j'étais lycéen, on me disait, il faut partir en compta, et puis la comptabilité derrière un ordinateur, vous pouvez le faire. Mais psychologue, c'était pas quelque chose qui était dans l'imaginaire et qui était possible. Et je crois que dans la possibilité, et pour les enfants, pour les jeunes, de se projeter, je crois qu'il y a quelque chose qui est très important. Mais effectivement, quand on regarde les salles de spectacle, par exemple, il y a un aménagement pour un public en fauteuil roulant, mais la scène n'est pas accessible. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Le nombre d'entreprises qui aujourd'hui peuvent avoir un bureau et un accueil pour une personne à mobilité réduite, mais qui n'ont pas le bureau de la direction qui est accessible, il y a quelque chose en fait où on peut se dire qu'on peut y arriver, on peut avoir une place, peut-être à l'accueil, on va mettre un malvoyant par exemple au standard téléphonique, on ne va pas le voir, mais il peut y répondre et on suppose des choses là-dedans, mais on ne s'appuie pas sur la volonté de la personne, parce qu'en fait quand on arrive à faire quelque chose que l'on veut faire et que l'on a du désir là-dedans, ça se passe beaucoup mieux, on y est plus performant, on est plus efficace, et puis ça se passe mieux avec les autres tours, et puis d'avoir une progression, et en fait de ne pas être assigné à bon, on vous a trouvé une place, c'est déjà pas mal, et on va se contenter de ça. Est-ce que le fait que vous soyez le premier en fauteuil à l'Assemblée change un peu les mentalités, ou est-ce que vous avez l'impression que la classe politique française, parce que c'est elle qui peut impulser quelque chose qui ensuite va essaimer un petit peu partout en France, commence à se sentir proche de ces sujets-là ou pas encore assez? Absolument pas assez. Enfin, on a une question sur le remboursement des fauteuils. Quand on sait qu'aujourd'hui, mon fauteuil coûte 8 000 €, il est remboursé 580 €, et que la proposition qui allait sortir allait rembourser au mieux à 6 000 € un fauteuil, on voit qu'on est encore très loin du compte. Si on n'a pas du bon matériel, on ne peut pas s'intégrer dans la société, on ne peut pas aller travailler. Sur la question de la mobilité, là, on a les Paralympiques qui commencent demain. Prenez le défi, prenez un fauteuil, allez vous balader en transport en commun dans Paris. Et on voit qu'on est très très loin du compte, mais on est arrivé à accepter que la question du patrimoine, et on sait que l'on a un pays qui a une histoire, et on a décidé en fait que la question de garder le patrimoine, ne pas le modifier, était premier à la question de l'inclusion. Et tant qu'on va garder ça, en fait, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'on arrive à accepter qu'il y a des personnes qui, du fait de leur situation de handicap, n'auront pas les mêmes droits. Donc ça vous fait une charge un peu lourde sur les épaules quand même, vous qui êtes un peu le représentant officiel à l'Assemblée nationale de ces sujets-là finalement. La charge, moi au départ je ne voulais pas porter les questions de handicap. Je suis très préoccupé par les questions de santé, mais j'ai reçu énormément de messages de personnes en situation de handicap avec enfin il y a quelqu'un, et puis il y a beaucoup de sujets en fait qui ne sont pas traités aujourd'hui. Et il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas légitimes parce qu'ils ne sont pas en situation de handicap de pouvoir les porter. Et ça c'est un gros sujet. Je suis très content que vous puissiez après vous avez une histoire professionnelle aussi qui vous embarque là-dedans, mais c'est dommage que l'on ait à soit être concerné de près ou de loin par cette question, même si on a 12 millions de personnes en situation de handicap, il y a 11 millions d'aidants, donc en fait il y a quand même plus de 20 millions de personnes qui sont concernées de près ou de loin par la question du handicap, et il faut véritablement s'emparer de ce sujet. Oui. Jean-Louis Morisi, vous avez au MEDEF Sud sorti un vademecum en fait, qui est devenir une entreprise inclusive, pourquoi et comment. Vous recensez là-dedans énormément d'informations à destination des entreprises, alors les petites comme les plus grandes d'ailleurs. Tout à fait. Alors les entreprises se posent beaucoup de questions. Est-ce que ça vaut la peine d'embaucher finalement, est-ce que la personne aura la même productivité? Et il fallait répondre à tous ces sujets-là. Quel est le type de formation que je vais devoir mettre en place?
quels aménagements je vais devoir mettre en place. Par exemple, on l'a vu tout à l'heure dans le débat, finalement, uniquement sur la parité homme-femme. On avait la présidente du territoire des Landes disait finalement, je suis dans un métier industriel, je n'embauche pas de femmes, tout simplement parce qu'il faudrait que j'ai 2 vestiaires. Voilà. Ça paraît tout simple. Vous voyez, déjà, on part vraiment de bas. De la même façon, moi j'ai pris l'exemple, pourquoi on a fait le Vadémécom aussi. À un moment, il faut que les entreprises puissent se mettre dans la peau, et notamment dans les métiers de la santé, dans les centres de rééducation. Aujourd'hui, dans le process de formation, on a ce qu'on appelle des jeux de rôle que l'on peut mener avec la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on met des soignants à la place de la personne qui vont être amenés à prendre en charge avec leur handicap. Demain, vous êtes malvoyant, qu'est-ce qui va se passer ? Demain, vous avez un problème de mobilité parce que vous avez été opéré et vous avez un côté, notamment, vous avez eu un AVC, vous avez une partie de votre côté droit qui est handicapé. Comment est-ce que vous allez réagir ? Et donc, on a eu l'idée de reproduire ça pour les entreprises. Mais surtout, si vous préférez, derrière les branches, ont commencé à réagir. Et par exemple, moi, j'ai été surpris quand j'ai la branche du numérique, Numéum, sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on manque de 10 000 ingénieurs. D'accord ? Alors je disais, oui, mais le métier ingénieur, comment est-ce qu'on va amener des jeunes des quartiers ? Il y a quand même, c'est un bac plus 4, un bac plus 5. Et puis on s'aperçoit qu'il y a, si on manque de 10 000 ingénieurs, on manque de milliers de personnes pour coder. Et sur l'opération Euroméditerranée, on est en train d'ouvrir une école et on a signé une convention avec Numéum, qui s'appelle Numérique Emploi, où on attire donc, d'abord on essaie d'attirer, parce que souvent sur l'inclusion, moi j'ai été aussi surpris, finalement c'est le genre. Aujourd'hui, peut-être vous ne le savez pas, mais moi j'ai été surpris de l'apprendre. En Tunisie, 52% des écoles d'ingénieurs, ce sont des femmes. On est beaucoup plus bas en France. Comment est-ce qu'on attire des jeunes filles ? Voilà. Et ensuite, à travers aussi bien des personnes handicapées que des personnes qui peuvent avoir un genre ou voilà, les métiers du numérique. Et ensuite, moi, il y a une chose, monsieur le député, qui m'a aussi surpris. Quand on a travaillé sur la ville de Marseille, on a 400 associations qui travaillent sur l'inclusion. Donc, je crois aujourd'hui que les pouvoirs publics et les lois que vous avez votées, souvent donnent des moyens. Mais souvent, les moyens sont saupoudrés. Soit saupoudrés, donc 400 associations, c'est trop. Nous, on a essayé de chercher, et par exemple, il y a un dispositif qui est le dispositif de l'EPID. On a une école de l'EPID aujourd'hui que l'on soutient, et donc on a mis cette école, puisqu'au début elle formait surtout sur les métiers de la sécurité, on a amené les 34 branches, et aujourd'hui les jeunes se voient proposer 34 métiers différents. C'est-à-dire qu'on peut aller dans les métiers du médico-social, on peut aller dans les métiers du numérique, on peut aller dans les métiers du tourisme, on peut aller dans les métiers de la réparation automobile. Aujourd'hui c'est possible, même quand on a un handicap ou quand on a ce problème-là. Du 14... Oui. Oui. Par rapport à ça et sur la question de la formation, j'ai visité le lycée technique de Sarlat et les jeunes se sont lancés pour projet sur l'année de pouvoir adapter les machines à une personne en situation de handicap qui n'aurait qu'un seul bras. Et ils ont passé l'année à construire et adapter du matériel pour pouvoir ça. Bon, ces jeunes, quand ils vont sortir de leur formation, et qui, eux, ne sont pas en situation de handicap. Mais quand ils vont se retrouver employeurs, quand ils vont se retrouver collègues, quand ils vont se retrouver avec une personne qui est en situation, leur imaginaire, leur capacité à pouvoir s'adapter là-dedans et à bricoler quelque chose, et non pas là, dans l'industrie, quelqu'un qui a un handicap moteur ne peut pas, et je crois en fait c'est cette question de, avant d'arriver à on ne peut pas, de pouvoir réfléchir à ce que l'on peut faire. Et je crois que l'enjeu, il est avant tout là, et on voit que là, chez les enseignants, dans la formation, on a un enjeu considérable de ce côté-là et qui coûte rien, qui coûte absolument rien. Et puis après, ça va permettre à changer la culture. On est à la veille de l'ouverture des Jeux Paralympiques. Est-ce que vous avez le sentiment que ça peut changer un petit peu les pensées ? Ça se passe en France. Et on a vu beaucoup d'entreprises françaises, et c'est nouveau, qui sont devenues mécènes sponsors en fait, d'athlètes handicapés. Ça, c'est vraiment nouveau. Donc est-ce qu'il y a une amorce de quelque chose qui peut, comme ça, infuser dans la société française grâce à ces Jeux Paralympiques ? Là, évidemment, pour la première fois, les Jeux vont être couverts médiatiquement entièrement, même si toutes les épreuves ne vont pas l'être.
on n'aura pas la possibilité de voir toutes les épreuves. Maintenant, le problème autour du handicap à travers le sport, il y a un petit peu tout ce message autour des surhommes. C'était ce qu'évoquait la pub autour des Jeux à Londres. Et la seule manière, en fait, de regarder la question du handicap, c'est à travers ce qui pourrait manquer, de venir le transformer en plus à travers une performance. Et je crois que c'est ce regard-là qu'il faut changer et sortir de ce regard et de cette idée de la performance. Elle peut être autrement, on peut être moins rapide, mais on peut apporter quelque chose. Et je crois que il y a quelque chose qui est un peu piège aussi, de oui, ça va être une fabuleuse vitrine, et ça va pouvoir mettre un sujet qui aujourd'hui est complètement invisibilisé, mais il y a un piège de venir le regarder du côté de la réussite et de la performance, ou de venir y mettre quelque chose du côté du super-héros, et effectivement il faut arriver à l'aborder autrement et de laisser sa place. Ouais. Un dernier mot rapide à vous deux d'ailleurs pour terminer. Le 14 octobre jusqu'au 18 octobre va se tenir la semaine de l'entreprise inclusive et responsable, ou c'est responsable et inclusif, ce qui revient au même. Est-ce que vous en attendez quelque chose, vous, Sébastien Pétavy ? Moi, j'attends que ça se passe pas que sur une semaine. Nous, au MEDEF Sud, on a décidé d'y participer. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est qu'on va inviter France Travail parce que vraiment, il y a un dispositif sur lequel vraiment il faut aujourd'hui qu'on interagisse. Notamment, la difficulté souvent, c'est qu'il y a des dispositifs qui rentrent en concurrence. Par exemple, dans France Travail, il gère Cap Emploi, ça rentre en concurrence avec les maisons départementales du handicap, dont dépendent les ESRP. Et là, je sais que moi, j'en discutais avec le préfigurateur, celui qui va être le directeur régional, quelqu'un de remarquable, et il m'a dit, aujourd'hui, on va faire en sorte que ça se matche. On va trouver les bons parcours et on va faire en sorte que les gens trouvent le bon aiguillage. Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est une des solutions au problème. Vous parlez de match, vous vous connaissiez tous les deux avant ce rendez-vous ? Non, mais moi, je sais qu'on va échanger nos cartes et si vous pouvez, puisqu'on va présenter à l'Assemblée permanente, je crois du mois d'octobre, le Vademecum sur l'inclusion, je serais vraiment heureux que vous puissiez être notre invité, mais je souhaite aussi vous inviter dans la région et je sais que vous êtes dans une commission qui est importante et je serai à votre disposition pour travailler avec vous avec grand plaisir. Avec plaisir. Voilà, ça sert aussi à ça, le plateau de la REF TV. Merci beaucoup, Jean-Louis Morisi. Vous êtes donc le président du MEDEF Sud depuis juin 2022 pour encore un an, c'est ça. Et vous êtes député, Sébastien Pétavy, député de Dordogne depuis quelques semaines, réélu pour encore au moins un an. Ah oui, c'est ça. Vous avez ça en commun également. L'avenir nous le dira. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau pour parler des entreprises inclusives. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette matinée ici sur le plateau de la REF TV. Les affaires reprennent cet après-midi avec Linda Labidi qui sera la maîtresse de cérémonie de toutes les interviews de l'après-midi sur des sujets, on va le dire RH pour le dire très rapidement, avec beaucoup d'invités à partir de 15h. À tout à l'heure.